Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. L'Irak au bord du chaos. Pour la première fois, des milices chiites ont pris le contrôle d'une ville entière. Kout, la coalition a retiré ses troupes. Sur l'autre front à Falloujah, les Américains ont utilisé l'aviation contre la guérilla sunnite. Le bombardement d'une mosquée en plein centre-ville a fait des dizaines de morts. Le 10e anniversaire du génocide Tutsi au Rwanda, cérémonie marquée par un incident diplomatique. Paul Kagame, le chef d'État rwandais, a dénoncé l'attitude de la France à l'époque. Renaud Muselier décide d'écourter son séjour. Le grand soir des petits actionnaires d'Eurotunnel. Au cours d'une assemblée générale survoltée, ils sont parvenus à renverser la direction du jamais vu en France dans une société cotée en bourse. Jacques Maillot devrait reprendre les rênes. Inquiétude dans le Var, après le premier grand incendie de la saison, 600 hectares de forêt partis en fumée près de Saint-Maximin. La fin de la visite d'Elisabeth II, la reine a passé sa dernière journée à Toulouse, au cloître médiéval et à l'usine Airbus. Enfin, le mystère Saint-Exupéry, il est éclairci, les analyses sont formelles. L'épave retrouvée au large de Cassis est bien celle de l'avion de l'écrivain disparu il y a 60 ans. On commence donc avec la situation en Irak où un nouveau pas a été franchi aujourd'hui encore. Fait sans précédent, je vous le disais, les troupes de la coalition ont été chassées de la ville de Kout par les milices chiites. Mais c'est à Falloujah, face à la guérilla sunnite, que les affrontements sont les plus vifs. Les avions de guerre sont entrés en action. Florence Bouquilla. Falloujah, encerclés, ne seront pas. Dans cette ville sunnite, depuis lundi, 2000 marines se battent contre la guérilla irakienne. Les premières victimes de ces affrontements sont les civils. En 3 jours, des dizaines d'entre eux sont morts, surtout des femmes et des enfants, selon des sources hospitalières. Mais cet après-midi, au moins 5 marines et une quarantaine de combattants irakiens ont été tués. Selon les Américains, les rebelles les auraient attaqués à coups de lance-roquettes anti-chars et d'armes légères. Puis ils se seraient retranchés dans une mosquée du centre-ville. Un hélicoptère Cobra lance alors un missile sur l'édifice religieux. Puis un avion américain lâche une bombe de précision guidée au laser. Selon les Américains, les 40 rebelles seraient morts. Depuis, toutes les mosquées de la ville appellent au djihad, la guerre sainte, par haut-parleur. Et dans tout le pays, de nombreuses villes s'embrasent. Hier, à Ramadi, 12 Marines ont été tués après plusieurs heures de combat. Sur cette image, un enfant vient de dépouiller un soldat qui a été abattu. À Nadjaf, les combattants irakiens patrouillent dans les rues, RPG et Kalachnikov au poing. Et dans cette ville sainte des chiites, un conseiller de Muqtada Sadr affirme: les troupes irakiennes et les citoyens du district ont maintenant repris le contrôle de la région. Nos combattants ont même capturé des soldats des forces d'occupation. Une ville a même été rendue à la guérilla, Kout, que les militaires ukrainiens viennent de quitter après qu'un des leurs ait été tué hier. Oui, côté chiite encore, la principale autorité religieuse, le grand ayatollah Ali Sistani, tente de calmer la guérilla. Dans une fatwa lancée il y a un peu plus d'1 heure, il appelle à régler les problèmes d'une manière pacifique. On est pour l'instant très loin du compte. À Bagdad, nos envoyés spéciaux Bertrand Coq, Gilles Jacquier décrivent une tension à son comble depuis la fin officielle de la guerre il y a 1 an. Voici leur reportage. Falloujah est à 80 km, mais la région est désormais zone interdite. Les Américains bloquent toutes les sorties à l'ouest de Bagdad, à commencer par l'autoroute d'Amman, celle qui passe par Ramadi, là où les marines ont perdu 12 hommes la nuit dernière. On pensait que les choses s'amélioraient, et puis là, c'est comme si on faisait un grand pas en arrière. C'est à nouveau l'escalade, reconnaît ce lieutenant de cavalerie. Quant à savoir ce qu'il ressent, on est là pour faire un boulot et on restera jusqu'à ce qu'il soit fait. Sur une route secondaire, des blindés remontent de la zone des combats et à 10 km de Falloujah, on retombe sur les Américains. Pas moyen d'aller au-delà. 2 hélicoptères fouillent une portion de désert en se couvrant mutuellement. Et dans le dernier village où se tient un marché, les Irakiens suivent les événements avec inquiétude. Tous ont de la famille à Falloujah. Tout est détruit là-bas. Il y a des morts dans les rues, les hôpitaux sont pleins. C'est encore pire que sous Saddam. Les Américains nous avaient promis la démocratie, mais comme ils ont échoué, à présent ils veulent détruire l'Irak et la société islamique. À Bagdad, c'est aux chiites que les Américains ont affaire. À Sadr City, les hommes de Muqtada narguent les blindés qui stationnent à portée de fusil. Ils sont une douzaine sur le toit de la baraque qui sert de siège au parti du Cher radical.
Ils attendent la nuit pour passer à l'action et tous aspirent au martyr. La mort ne nous fait pas peur, nous sommes prêts à nous jeter sous les chars avec une ceinture d'explosifs. Chiites, sunnites, on a tous la même religion et on se bat tous contre les Américains et ceux qui collaborent avec eux. Sunnites, chiites, leurs ambitions diffèrent comme leur vision de l'Irak de demain, mais toute rivalité mise à part, ils se sont trouvés un ennemi commun. C'est le pire des scénarios qui se profile pour les Américains, celui d'un enlisement à l'israélienne. Car il ne fait aucun doute après un an qu'une majorité d'Irakiens, même s'ils ne sont pas tous sous les armes, est de plus en plus hostile à leur présence en Irak. Alors à Washington, on retrouve en direct Alain de Chalvron. Bonsoir Alain, on ne parle pas encore de guerre aux États-Unis, mais on n'en est plus très loin. Oui, le Pentagone parle ce matin je cite, d'opération de combat majeure. Le président Bush, quant à lui, qui passe son week-end pascal dans le Texas, a eu 2 vidéoconférences avec les responsables civils et militaires qui sont à Washington ou à Bagdad à la recherche d'une solution. Mais quelle solution, si l'on en croit les spécialistes qui se multiplient sur les écrans de télévision? Il n'y a pas de bonne solution. Si l'on ne fait rien, si l'on se contente d'endiguer, on risque de laisser la voie libre aux insurgés. C'est le cas, semble-t-il, à Nadjaf. Et au contraire, si on lance une vigoureuse contre-offensive comme à Fallujah, on risque de bombarder une mosquée avec les conséquences imprévisibles que ça peut avoir. Et c'est sans compter sur une base conservatrice très forte du Parti républicain. Par exemple, le Wall Street Journal pousse au crime et suggère de bombarder rien que moins qu'une centrale nucléaire en Iran. D'un mot, Alain, est-ce qu'il est question d'envoyer des renforts en Irak ? Écoutez, les militaires le souhaitent. Le général Abizeit, le chef des forces dans le Golfe, l'a demandé. Et en fait, il l'a quasiment obtenu, car on est dans un système de relève en ce moment. Il y a donc des troupes fraîches qui viennent d'arriver. Et les troupes qui sont là-bas depuis plus d'1 an ne sont pas encore parties. Alors, ce qu'on imagine, c'est de repousser leur retour. Merci Alain pour ces indications. Direction le Rwanda maintenant. Cette journée devait être celle du souvenir, de l'émotion, avec les cérémonies en mémoire des 800 000 morts. Elle a aussi été celle de la polémique. Le président rwandais Paul Kagame a en effet dénoncé l'attitude honteuse, ce sont ces termes, du monde pendant le génocide. La France notamment a été pointée du doigt. Renaud Muselier a donc décidé d'écourter son voyage. Sur place, Éric Monnier, Frédéric Ranck. C'est un petit jardin accroché au flanc d'une des collines de Kigali, un mémorial aux victimes du génocide de 1994. Ce matin s'y déroulait l'enterrement symbolique d'une quinzaine de cercueils. Autour de Paul Kagame, le président rwandais, des rescapés, des familles et des représentations étrangères. Quelques présidents africains, le Premier ministre belge, mais finalement beaucoup d'absents. Ni les États-Unis, ni l'Union européenne, ni l'ONU n'avaient jugé bon d'envoyer une délégation de haut rang. Pour la France, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Renaud Muselier. La France et son rôle dans ce pays il y a 10 ans, plus que jamais, au centre des polémiques, critiqué pour ses amitiés coupables avec les membres de l'ancien régime qui deviendront des génocidaires. Et la France a entraîné des troupes gouvernementales, des milices, et les a supportés militairement, financièrement. Les a supportés, les a aidés, oui, militairement. Oui. Donc, ça se voit que la France a une responsabilité dans les génocides rwandais. Le temps écrira l'histoire avec la plus grande objectivité possible et chacun devra assumer ses propres responsabilités. Cet après-midi, un grand stade de Kigali comble et recueilli devant des témoignages de rescapés. Un terrible passé qu'on réveille. Résultat, crise de nerfs et évacuation sanitaire. Et puis, une nouvelle charge du président rwandais contre la France. Quant aux Français, leur rôle dans ce qui est arrivé au Rwanda est évident. Protéger les tueurs et ne pas sauver des victimes. La foule a beaucoup applaudi. Suite aux accusations du président rwandais, la délégation française annonce ce soir qu'elle écourte sa visite. Renaud Muselier rentre à Paris. Le froid franco-rwandais se transforme en crise diplomatique. Et ce matin, Alain Juppé, qui était à l'époque, en 1994, ministre des Affaires étrangères, avait dénoncé, je cite, une campagne qui consiste à culpabiliser plus que les autres la France qui n'a pas soutenu le régime génocidaire, a-t-il indiqué sur Radio France Internationale. Un peu partout, des cérémonies étaient organisées dans le monde. Exemple ici à l'ONU, où une minute de silence a été observée. Kofi Annan a déclaré par ailleurs que la communauté internationale devait reconnaître sa responsabilité pour ne pas avoir fait assez pour prévenir et mettre fin au génocide. Le Rwanda, en tout cas, qui vit toujours dans sa chair la folie meurtrière de l'époque. Il y a eu les meurtres et il y a eu les viols aussi. 5000 enfants en sont issus. Sur place, Éric Monnier, Frédéric Ranck. Chantal
a pour Beritra le regard attendri d'une mère pour son fils. Pourtant, elle lui cache encore le plus terrible des secrets, un secret qu'elle nous confie hors de sa présence. En avril 1994, pendant le génocide, Chantal a été violée par un milicien Hutu. Votre fils est né de ce viol. Et en le voyant, vous revoyez le visage de votre agresseur. Bien sûr. Est-ce qu'on peut vivre avec ça? Avec ce visage comme ça en permanence? Est-ce que c'est pas trop dur? Avec le temps, on s'habitue, mais ce n'est pas facile. En plus, lors de ce viol, j'ai été contaminée par le virus du sida. Le violeur l'a fait sciemment. Sans la maladie, ça aurait peut-être pu passer. Mais là, ça ne pourra jamais sortir de ma tête. Je sais que se suicider est un péché, que Dieu ne serait pas fier de moi si je le faisais. Chantal n'aura pas d'autre enfant, ne veut pas de mari. Dans sa maison, elle a accueilli 4 orphelins et les élève avec son maigre salaire de femme de ménage, 20 € par mois. De Beritra, elle dit qu'il est son fils, qu'elle l'aime et l'aimera parce qu'il est aussi une victime de la tragédie. Toutes les femmes violées lors du génocide ne sont pas dans ce cas. À l'association Avega, qui offre soins et aide psychologique aux femmes rescapées du génocide, nous avons rencontré Alphonsine. Elle ne supporte plus de vivre avec son fils, cet enfant non désiré de 9 ans. Quand il commet une petite faute ou qu'il échoue en classe, il y a des choses qui bouillonnent dans ma tête et je le frappe très très fort. Les voisins disent même qu'il ne doit pas être mon fils pour que je le tape de cette façon. Je sais qu'il ne me ressemble pas, mais j'ai été violée par plusieurs hommes et je ne sais pas à qui il va ressembler. Je pense que si quelqu'un voulait s'en occuper, je le lui confierais. Qu'elle l'accepte ou non, pour ces femmes violées, ces enfants sont désormais partis de leur vie. Bientôt, une nouvelle épreuve terrible attend ces mamans. Dans 2 ou 3 ans, il leur faudra raconter toute la vérité à leur fils et une fois encore, se replonger dans le cauchemar. Économie avec le putsch à Eurotunnel. C'est un épisode qui marquera sans doute le capitalisme français. En tout cas, il est sans précédent. Exaspérés par la chute des cours de bourse, les petits actionnaires ont pris le pouvoir et renversé la direction. C'est leur représentant, Jacques Maillot, qui devrait prendre les rênes. Martin Gouès, Vincent Kellner. Ce matin, les petits actionnaires avaient intérêt à être en règle pour participer à l'Assemblée générale. On ne va pas te tuer pour Eurotunnel. Ils sont venus pour renverser la direction. À la tête du groupe, ils placeront Jacques Maillot, l'ancien patron de Nouvelles Frontières. Nous sommes tous légitimes. En tout cas, nous sommes plus légitimes que la direction en place. Jacques Maillot, plutôt tendu quand il croise Nicolas Miguet. Un homme d'affaires sulfureux, c'est lui qui mène la fronde. Il est venu avec ses supporters. Monsieur Maillot est une personne qui a une expérience formidable dans le transport, qui est administrateur de la SNCF, qui est un homme d'entreprise. Il sera président d'Eurotunnel. Il n'est pas obligé, monsieur Maillot, de voter pour Nicolas Miguet à la prochaine élection présidentielle ou à n'importe quelle élection auquel je serai candidat. J'aimerais tout d'abord vous remercier d'être venus si nombreux. Les petits actionnaires en Assemblée générale peuvent surtout dire à la direction britannique ce qu'ils pensent de sa gestion. Et j'ai fait. On y a cru. On a eu tort, sans doute. C'est pas pour autant qu'on devait engraisser les cochons. Il faut savoir, sur la Manche, à l'instant, depuis... Le flegme britannique n'aura pourtant pas suffi à convaincre. La direction vient d'être renvoyée et ce soir, Jacques Maillot parle déjà en patron de choc. D'ailleurs, avec mes amis, on a une méthode. Lorsqu'on n'a pas rendez-vous, on y va. Me concernant, je prends mon scooter et je me rends à Bercy immédiatement. Le vote des actionnaires d'Eurotunnel est une première dans l'histoire du capitalisme français. Eurotunnel, c'est l'histoire d'une déconfiture, des travaux beaucoup plus chers que prévu, une dette énorme. Alors les nouveaux dirigeants pourront-ils redresser la barre? Peggy Leroy, David Boéry. Fabienne Lamandé a tout gardé. Les lettres des banques, les plaquettes de l'entreprise, tous les courriers de ceux qui l'ont incité en 1987 à acheter pour 500 000 francs d'actions Eurotunnel.
C'était pas du poursicotage, c'était un placement comme à la caisse d'épargne, comme il était présenté d'ailleurs. Si on est 750 000 à l'avoir fait, c'est que quand même au départ il y a eu tout un système autour qui nous a mis en sécurité. Ces 500 000 francs placés ne valent plus aujourd'hui que l'équivalent de 32 000 francs, soit 15 fois moins. Et Fabienne Lamandé n'a que très peu de chances de récupérer sa mise. Car l'entreprise est plombée par une dette faramineuse, 9 milliards d'euros. La faute aux travaux, 2 fois plus cher que prévu, et au trafic, bien en deçà des prévisions. Le tunnel sous la Manche dégage des bénéfices, mais ils ne suffisent même pas à rembourser les intérêts de la dette. Le problème aujourd'hui, c'est que cette dette est tellement lourde, les frais d'intérêt, les charges financières sont tellement lourdes, qu'elles ne permettent pas à l'entreprise de sortir la tête de l'eau. Et donc le problème aujourd'hui, c'est d'essayer d'alléger la dette, et vraisemblablement, les créanciers devront faire des efforts. La mission de Jacques Maillot est presque impossible. En 2007, en plus de rembourser les intérêts, Eurotunnel devra rembourser la dette elle-même. Jacques Maillot veut la renégocier et ensuite limiter les dépenses de l'entreprise. Première décision symbolique, diviser par 2 le salaire de son conseil d'administration. Un geste qui ne suffira pas à remettre l'entreprise sur les rails. Et le secrétaire d'État au budget, Dominique Bussereau, l'a répété aujourd'hui, pas question d'injecter de l'argent public dans Eurotunnel. Économie encore, cette fois c'est officiel, le conflit des chercheurs touche à sa fin. Le gouvernement accède à leur principale revendication, la création de 550 postes statutaires qui avaient été supprimés dans le budget 2004. C'est ce qu'a annoncé François Fillon tout à l'heure. Nicolas Châteauneuf, Marie-Pierre Samiti. Depuis 3 mois, il était devenu presque habituel de voir les chercheurs dans la rue. Le 19 mars dernier, ils étaient plus de 15 000 à Paris pour manifester contre l'asphyxie financière de la recherche française. En face, le gouvernement avait fait la sourde oreille. Aujourd'hui, la page est tournée. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, François Fillon, dont dépend la recherche, a lâché du lest. 550 postes statutaires seront proposés au concours dans les délais les plus courts, à raison de 200 emplois de chercheurs et de 350 emplois d'ingénieurs et de techniciens. À la rentrée 2005, 1000 postes, dont 700 d'enseignants-chercheurs, seront créés. Les 2 principales revendications des chercheurs sont donc satisfaites. Mais j'ai aussi entendu combien la communauté des chercheurs était prête. Un grand jour, je crois, pour la recherche française. On est exactement à 3 mois après le lancement de ce mouvement, le 7 janvier. Et 3 mois plus tard, nous avons obtenu tout ce que nous avions demandé comme mesure d'urgence. Les chercheurs ont donc gagné. Ultime cadeau, le gouvernement leur a promis une loi d'orientation budgétaire pour 2005. Et puis c'était aujourd'hui une nouvelle journée intersyndicale de manifestation dans l'éducation nationale pour protester contre la baisse des recrutements d'enseignants au concours 2004. Mobilisation très faible, entre 1200 et 1500 personnes à Paris, entre 200 et 400 à Marseille, à Bordeaux, Avignon ou Lille. Mobilisation et tension en revanche toujours à l'Assemblée. Après Jean-Pierre Raffarin, c'est Nicolas Sarkozy cette fois qui a riposté aux attaques des députés socialistes. Il était interrogé sur la dette publique qui a dépassé, vous le savez, les 1000 milliards. Ambiance houleuse, on l'écoute. Vous êtes coupable. Entre 1988 et 1992, la dette a explosé de 15 points de PIB. Ils ont réussi à battre leur record. Je ne sais pas, Monsieur Migaud, ce que je dois faire. Ce que je sais, c'est que je dois faire le contraire de ce que vous et vos amis avez fait à la France. Voilà, des séances enfiévrées et des chiffres contestés par le député Didier Migaud, l'un des spécialistes du budget au Parti socialiste. Nicolas Sarkozy qui reste en tout cas le ministre le plus populaire du gouvernement, si l'on en croit le sondage Ipsos publié par notre confrère Le Point. 66% de jugements favorables, devant Dominique de Villepin, 57%. Mais vous le voyez, parmi les 6 personnalités les plus appréciées, 4 appartiennent à l'opposition. Bernard Kouchner toujours en tête, Bertrand Delanoë, Ségolène Royal et Jack Lang qui sera l'invité demain de 100 minutes pour convaincre. En France, toujours, on en sait un peu plus sur le groupuscule néo-nazi démantelé hier près de Châteauroux. Des liens ont pu être établis avec le groupe Unité Radicale, auquel appartenait, je vous le rappelle, Maxime Brunery, l'homme qui avait tenté de tirer sur le président de la République au cours d'un défilé du 14 juillet. Amaury Guibert, Yvan Martinet. À l'origine de l'enquête, il y a des incidents aux portes d'un lycée de Châteauroux il y a 3 ans. Des militants d'extrême droite font notamment de la publicité pour des concerts rock organisés ici dans le village de Saint-Maur, à la taverne Saint-Georges. Plusieurs lycéens s'y sont rendus.
Là-bas, c'est là où se réunissent à peu près tous les fachos, quoi, enfin les skins. Enfin, il y en a ceux de Saint-Maur et puis il y a ceux de Nierne. Et puis c'est à peu près tout le regroupement qui sont là-bas, quoi. Tu avais été toi-même dans un de ces concerts? J'y suis allé une seule fois, mais après j'ai pas recherché à y aller, quoi, parce que je savais que là-bas il y avait beaucoup d'emmerdes. Le gérant de la taverne, Paul-Emmanuel Thor, est le chef du groupe Démantelé. Passé par le Front National, mais beaucoup plus radical, il a créé une association musicale Bleu Blanc Rock, dont le site internet diffuse des disques de rock d'extrême droite. Dans les statuts de l'association, un nom connu, celui du secrétaire Fabrice Robert. Il était le responsable d'Unité Radicale, un groupuscule dissous en 2002. L'un de ses membres, Maxime Brunery, avait tenté de tirer sur Jacques Chirac. Il y a donc des gens dans cette mouvance qui se posent sérieusement la question aujourd'hui de savoir si pour faire triompher leurs idées, il ne faut pas passer à quelque chose d'un petit peu différent du combat électoral. Dans cette maison isolée, les membres du groupe de Châteauroux se seraient entraînés en tenue militaire. En leur possession, tout un arsenal. Devait-il être utilisé ou était-ce une collection? L'enquête ne l'a pas encore déterminé. Information du service enquête de France 2, le gendarme Christian Jambert, qui avait révélé l'affaire des disparus de Lyon, a bien été assassiné. Il ne s'agissait pas d'un suicide. C'est ce que confirme en tout cas le rapport médico-légal demandé par le juge d'instruction suite à l'autopsie. Christian Jambert avait été atteint de 2 balles dans la tête. Chacune d'elles était mortelle. C'est ce qu'indique ce rapport. Toute la direction de l'enquête pourrait évidemment s'en trouver modifiée. On aura l'occasion d'y revenir. La fermeture de 2 salles de prière musulmanes en quelques jours dans les Hauts-de-Seine, près de Paris, l'une à Châtenay-Malabry, l'autre à Clamart. C'est un reportage diffusé sur notre antenne dans le magazine Envoyé spécial qui a attiré l'attention des autorités. Un imam y tenait des propos virulents appelant à la guerre sainte. Les responsables de ces lieux de culte, eux, plaident la bonne foi. Gilles Marinet, Guillaume Viard. Fermée pour risque d'atteinte à l'ordre public. Depuis samedi, la salle de la Cité de la Plaine est inaccessible aux fidèles. Décision du maire, il a semble-t-il ouvert les yeux lors de la diffusion de ce document. Dans Envoyé spécial, on y découvre un imam aux prêches très violents. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وامدد بنصرك وتوفيقك وحسن تأييدك جميع إخواننا المجاهدين. Les fidèles disent ne pas se reconnaître dans un tel discours. D'ailleurs, l'imam ne prêcherait plus ici depuis 3 mois. Tout juste, admettons, quelques dérapages. Il y a 2-3 excités, c'est clair, mais sur certaines parties, on a sorti des phrases de leur contexte, on a traduit des paraboles spirituelles par du concret. Faux. À plusieurs reprises, l'imam ne citait pas de parabole, il était l'auteur de son texte. Le maire de Clamart lui est tombé de haut. Il connaissait cet homme depuis des années, mais sans rien savoir des prêches. L'imam était même employé municipal. Suspendu parce que les propos qu'il a tenus portent gravement atteinte à la ville de Clamart et à l'ensemble de la fonction publique territoriale. En plus, il était chargé des sorties d'école. Et c'est vrai que de nombreux parents étaient inquiets à l'idée que une personne proférant de tels propos puisse être proche de leurs enfants. À quelques kilomètres de là, à Châtenay-Malabry, la mairie a également fermé une salle de prière dans ce foyer de travailleurs. Le même imam y prêchait régulièrement. Alerte dans le Var, le printemps à peine entamé, c'est déjà les incendies de forêt. Premier grand feu, 600 hectares partis en fumée près de Saint-Maximin. C'est un écobuage mal maîtrisé qui est à l'origine de l'incendie. Sur place, Francis Mazoyer, Benoît Jourdan. Un feu de 7 km de long, 600 hectares détruits, exceptionnel pour un mois d'avril. Toutes les conditions étaient réunies. Végétation très sèche et vent violent, les flammes ont littéralement rasé cette colline. 450 pompiers sur le pont jour et nuit, tous très inquiets devant ce feu précoce. S'il y a déjà 105 hectares, cet été, ça va être quoi? Si derrière les moyens ne suivent pas, on va pas tenir le coup, ça c'est sûr. Chez les pompiers du Var, les investissements en matériel ont augmenté de 60% par rapport à l'an dernier. Mais la lutte contre les incendies est aussi l'affaire de tous. C'est un écobuage mal maîtrisé qui a provoqué le feu de Brasse. C'est bien, il faut débroussailler, mais il ne faut pas le faire quand il y a du vent, que ce soit en période hivernale comme en période estivale. L'incendie a été fixé en fin de matinée, mais 11 avions bombardiers d'eau ont dû intervenir vers 19 h pour traiter une reprise du feu.
L'Europe et le lancement de la campagne des élections européennes, ce sera en juin, lancement marqué aujourd'hui par une prise de position de l'UMP contre l'entrée de la Turquie dans l'Union. C'est ce qu'a annoncé Alain Juppé au cours de cette conférence de presse. Il se prononce pour un partenariat privilégié avec Ankara. Philippe de Villiers, qui lançait également sa campagne, se prononce dans le même sens contre une adhésion de la Turquie. Les suites des élections en Espagne, cette fois, c'est officiel. Le leader socialiste José Luis Zapatero, vainqueur du scrutin, a été chargé aujourd'hui par le roi de former le prochain gouvernement. Le vote d'investiture devrait avoir lieu le 16 avril prochain. Et puis autre élection en Algérie, 18 millions d'électeurs appelés aux urnes demain pour choisir leur président. Il y a 6 candidats. La campagne, on l'a vu, a été marquée par une grande liberté de ton, mais il y a toujours des doutes sur la sincérité des scrutins. 125 observateurs internationaux tenteront de contrôler son bon déroulement. Envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Abdelzouyesh. Elle porte une lourde responsabilité, Madame Boumedienne Thierry. Députée européenne, elle a été envoyée à Alger pour observer le scrutin présidentiel de demain. Elles sont scellées. Visite inopinée dans une école où l'on donne le dernier coup de balai avant le vote. Comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? Il y a les 5 verrous. 5 bureaux où les isoloirs sont déjà installés, mais ce n'est pas forcément ici que les observateurs auront le plus de fil à retordre. Il y a des urnes qui sont déjà fermées, les registres sont là. Enfin, les choses ont l'air d'être assez respectueuses d'une certaine règle. Bon, il n'y a pas de panneaux électoraux, il n'y a pas de tracts, il n'y a rien qui traîne, qui pourrait influencer. C'est au niveau de la centralisation des résultats au ministère de l'Intérieur que les observateurs devront être particulièrement vigilants. Dans les rues d'Alger, couvertes d'affiches du président Bouteflika, Halima Boumedienne prépare son plan d'attaque. J'ai envie d'aller aussi dans les banlieues, j'ai pas envie qu'on me fixe les bureaux de vote. Je sais la liste des bureaux de vote que j'irai voir, je leur ai pas donné. À la rencontre des candidats, elle réalise le flou inquiétant dans lequel se prépare l'élection. Merci. On nous a annoncé un corps électoral de 16 millions au début, et puis bon, une semaine plus tard, c'était 18 millions et quelques, et on n'a aucune possibilité. Vous avez donc l'impression qu'on a gonflé le corps électoral? Ce n'est pas qu'une pression. Les autres candidats n'ont pas eu les mêmes moyens que le président sortant dans cette campagne électorale, mais ils espèrent que grâce notamment à l'aide de ces observateurs étrangers, le scrutin de demain se passera dans des conditions à peu près normales. La fin de la visite d'État d'Elisabeth II en France. La reine a regagné Londres après une dernière journée passée à Toulouse. Au programme, histoire et technologie, Airbus en l'occurrence. Bernard Lebrun. Sa Majesté aime les couleurs et les fleurs. Et lorsque le manteau s'harmonise au bouquet, elle choisit de le garder. Des violettes donc, spécialité toulousaine qu'elle se devait de porter sur la place du Capitole. Toulouse et sa région, qui vit grandir Théophile Delcassé, l'un des pères de l'entente cordiale, accueille désormais nombre de sujets d'Elisabeth II. Mesdames et messieurs, je suis heureuse que des citoyens britanniques participent à la vie de la ville rose. 400 ingénieurs et techniciens anglais vivent ici parce qu'ils travaillent chez Airbus. Et parmi les 50 000 salariés du groupe dans le monde, 10 000 fabriquent en Angleterre les ailes et réacteurs des A330, 340 et bientôt A380. Un univers de haute technicité qui n'empêche pas les pannes. Bernadette Chirac aujourd'hui n'avait pas de chapeau, mais un problème de stylo. Puis viendra le temps des au revoir au maire de Toulouse et ministre de la Santé, ainsi qu'au garde des Sceaux qui avait fait le voyage. Les couples Windsor-Chirac se retrouveront en novembre à Londres pour conclure les festivités de l'entente cordiale. La reine, elle, a quitté la France aujourd'hui, en Airbus, évidemment. Et pendant la célébration de l'entente cordiale, les bisbilles continuent. Ainsi, la presse populaire anglaise, qui a la dent dure pour la France, a retenu de ce voyage des aspects bien particuliers. Les robes de Bernadette Chirac, pas à la hauteur selon elle, et les gestes trop familiers selon elle encore de Jacques Chirac envers la reine. À Londres, Laurent Boussier. Hands off, autrement dit, bas les pattes. Comme la plupart des journaux populaires, le Daily Mail a donc choisi, en s'offusquant de l'empressement de Jacques Chirac auprès d'Elisabeth II, de traiter la visite de la reine en France par l'anecdote, sinon par l'humour. Geste soi-disant trop familier du président français, comparaison des tenues vestimentaires, chapeau, tailleur, robe, etc., de la reine et de Bernadette Chirac, incident du stylo à la mairie de Paris. Les Britanniques qui ont les bons stylos. Tout est bon. Depuis 2 jours, les journaux anglais font du French bashing, ce sport qui consiste pour la presse à bouffer du français.
une chose qu'on aime beaucoup faire, c'est taper sur les Français. On trouve ça que ça les agace et nous, ça nous fait marrer. Donc on aime bien à tous les coups profiter de ça. La visite de la reine est une chose, elle fait ses visites assez souvent, elle va à l'étranger assez souvent. Et pour nous, donc, c'est pas nouveau, ça nous excite pas. Et tandis qu'on a 30 000 soldats britanniques en Irak, ça c'est un sujet qui nous préoccupe énormément. Voilà pourquoi Sa Majesté n'a pas fait la une et surtout pourquoi la portée politique ou symbolique de sa visite a été totalement occultée. Ce soir, la reine a regagné Buckingham, mais la presse anglaise, elle, a déjà oublié ce voyage pour se consacrer à l'Irak, aux aventures extra-conjugales du footballeur David Beckham et surtout au risque d'attentat au gaz dans le métro de Londres. Les Anglais, en tout cas, aiment la France, ils aiment même y vivre, et de plus en plus nombreux. D'après certaines estimations, 30 000 Britanniques s'installeraient chaque année dans notre pays, à Emmet, en Dordogne. Et ils ont leurs habitudes, leur journal, leur club de cricket. Et pour les villageois d'origine, c'est plutôt une chance. David Bazier, Bernard Bonnard. Aimé en Dordogne, comme tous les petits villages de France, a sa mairie, sa Marianne, son coq gaulois et une bastide du temps de la guerre de 100 ans. Mais à l'heure du thé, les habitants que l'on croise n'ont pas franchement l'accent du sud-ouest. Entrez dans l'épicerie et la marchande vous explique qu'elle vend tout ce qu'un sujet britannique ne peut pas trouver au pays du foie gras. Même le fromage est anglais. Car à Aimé, 20% de la population vient d'Angleterre. On voit des Anglais qui veulent absolument s'intégrer, apprendre le français, vivre une vie comme des Français, ne pas être justement en relation avec d'autres Anglais. Vous pouvez me dire qu'est-ce que Karen Colburn est l'une de ces Anglaises intégrées. Je ne prépare pour faire une chape en béton. C'est pour le plafond? Non, chape en béton. Chape en béton. Elle fait travailler les artisans locaux et crée son entreprise. Ça sera une cible café avec une café-bar là-bas, une salle internet ici. Le prix de l'immobilier, par contre, ne cesse de grimper depuis 30 ans, car les Anglais achètent toujours et toujours plus cher. La clientèle est à 70% anglaise. C'est une clientèle que nous rencontrons essentiellement par Internet et par téléphone. Et vous voyez, c'est le troisième coup de téléphone en quelques minutes. Le marché est trop cher pour les Français, mais on se rassure en se disant que les Anglais font fonctionner le commerce et remplissent l'école du village de poupons très british. La journée mondiale de la santé, elle est dédiée cette année à la sécurité routière. Jusqu'à présent, les morts sur la route étaient considérées comme une fatalité. Désormais, on en parle comme d'un fléau sanitaire, au même titre que les maladies graves par exemple. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, 1 200 000 personnes meurent dans des accidents de la route et plus de 20 millions sont blessés, des chiffres en hausse dans les pays pauvres, alors que la tendance est à la baisse dans les pays riches. À Paris, une fois n'est pas coutume, ce sont les bons conducteurs qui se sont fait arrêter aujourd'hui. La police distribuait des récompenses. Nathalie Gallet. Déjà la vitesse c'est bon, elle reclignote, bon, elle s'arrête à l'orange très bien. Bon, on essaie de l'interpeller pour voir un petit peu. Aujourd'hui, la police vous a arrêté pour vous féliciter. Madame, police nationale. Oui, s'il vous plaît. Donc ça fait un petit moment que nous vous suivons et nous avons remarqué votre bon respect du code de la route. Vous avez bien mis tout le temps, vous roulez à une allure régulière. Et chose assez sympathique, à mon avis, vous êtes bien arrêté à l'orange, donc pas de problème. Nous allons juste contrôler vos papiers. Le contrôle reste sérieux avec un cadeau en plus. De nos partenaires, ça fait énormément plaisir. Et un présent offert par la police, ça n'est pas banal. Une casquette, un t-shirt et une place de parking, donc c'est plutôt sympa. Hein. Le champagne, vous donnez le champagne? Ah non, non, on peut pas boire maintenant. Attention, les imprudents sont toujours sur la route. Est portable. Ça fait partie des nouveautés. Et même si les morts ont diminué à Paris de 50% entre 2001 et 2003, la police continuera à verbaliser les mauvais comportements. Et puis la rééducation fait des progrès chaque année. Ainsi, à Berck, dans le Pas-de-Calais, les grands accidentés de la route réapprennent à prendre le volant, malgré leur handicap. Un effort physique et psychologique. Diego Garcia, Catherine Juste. C'était il y a 5 ans, un accident de voiture à cause d'une plaque de verglas. Samuel perd l'usage de ses jambes. Ici, après avoir réappris les gestes les plus élémentaires, il va pouvoir conduire à nouveau. Donc en fait ça correspond à taper là l'accélération. Test sur un simulateur de conduite, réflexe, temps de réaction. L'occasion aussi pour Samuel de choisir le matériel qui lui conviendra le mieux. Alors aujourd'hui j'ai essayé donc un cercle au volant, mais apparemment pour moi ça ne me convient pas. Je préférais plutôt 2 manettes au volant, disposées derrière le volant, qui me permettraient
serait plus adapté pour mon type de pathologie, quoi. Valérie, elle, teste sa conduite sur route depuis 2 mois. Elle est paralysée des 4 membres. Grâce à l'équipe médicale du centre et au moniteur d'auto-école, elle a repris le volant avec un matériel adapté à son handicap. Un matériel homologué, donc fiable. J'ai une attelle que je mets sur le volant, qui me permet de tourner le volant comme je veux, puisque je ne peux pas me servir de ma main comme je voudrais. Et puis j'ai aussi une tétière derrière la tête, donc j'ai juste besoin de donner des petites impulsions à droite ou à gauche. Donc j'actionne les clignotants, les phares, les essuie-glaces, le lave-glace. Dans une semaine, un inspecteur du permis de conduire viendra spécialement pour régulariser son permis. Pour cela, il faudra qu'elle maîtrise parfaitement ce véhicule. 66% des personnes qui passent au centre Calvé sont autorisées à reconduire. Moi, mon rôle n'est pas d'apprendre à Valérie à conduire, elle le savait déjà. Maintenant, il faut maîtriser l'accélération, le freinage, c'est des gestes nouveaux qu'il faut réapprendre. C'est surtout ça qui est important dans le cas de Valérie. Elle n'y croyait pas, pourtant peu à peu Valérie a retrouvé de nouvelles sensations au volant. C'est redevenu le plaisir que j'avais avant. J'ai complètement oublié l'appréhension que j'avais. Problème, le prix. Valérie aura à financer un véhicule adapté, entièrement équipé. Une tétière comme celle-ci coûte à elle seule près de 4 500 €. Un luxe que la plupart des accidentés ne peuvent s'offrir. Je vous le disais en titre, le mystère Saint-Exupéry est donc éclairci. 60 ans après sa disparition, les analyses sont formelles. L'épave retrouvée au large de Cassis est bien celle de l'avion de l'écrivain Yann Fronty. Jérôme Soulard. Son histoire était donc vraie. Il y a 6 ans, Jean-Claude Bianco, pêcheur de son état, avait remonté un bien étrange butin dans les filets de son chalutier. Entre sardines et dorades reposait une gourmette en argent qui aurait appartenu à Saint-Exupéry. Un bijou qui semblait confirmer que l'aviateur écrivain avait disparu en Méditerranée. Mais à l'époque, personne ou presque ne l'avait cru. On me traite de petit pêcheur de bouillabaisse, de petit pêcheur de sardines, de figure dans la canebière. Une journaliste m'a dit, mais monsieur, si cette gourmette avait été retrouvée à Dunkerque, on aurait cru immédiatement, mais à Marseille. Saint-Exupéry s'est donc abîmé en mer, au large de ses côtes, à quelques encablures de Marseille. Les débris de son appareil, un Lightning P38, viennent d'être authentifiés grâce au numéro de série retrouvé sur la carlingue, 60 ans après sa disparition, le 31 juillet 1944. Saint-Ex était alors en mission de reconnaissance photographique pour préparer le débarquement allié en Provence. Ce jour-là, il décolle à 8h45 de Borgo en Corse. Quelques heures plus tard, les radars perdent sa trace. Est-ce qu'il est utile et nécessaire de renflouer le reste des morceaux? Je ne sais pas. Maintenant, l'histoire, je dirais, est conclue. On sait où il a disparu. Une partie du mystère est donc levée, mais personne ne sait s'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou bien d'un tir ennemi. La Grande Bleue garde toujours une partie de ses secrets. L'environnement avec la reprise comme chaque année de la chasse aux phoques au Canada. Les quotas ont été augmentés, l'espèce n'est pas menacée, c'est la méthode qui est contestée, toujours aussi violente, comme en témoignent ces images rapportées par les associations de défense des animaux. Isabelle Quintard. On les tue pour faire des jouets en plus, des bébés phoques en plus, des manteaux de fourrure pour les connes qui veulent se mettre ça. Il y a 30 ans, Brigitte Bardot était déjà révoltée par le massacre des bébés phoques. Son combat reste encore d'actualité. On les aura, va. Ils ne les ont pas eus. À coups de gourdin, ces hommes continuent de s'acharner sur les phoques du Groenland. Nous sommes sur la côte est du Canada. L'année dernière, ce pays a augmenté ses quotas de chasse. Près d'1 million de phoques pourra être tué d'ici 3 ans. L'espèce n'est aujourd'hui plus en danger, mais ce qui indigne les associations de protection des animaux, c'est la cruauté de cette chasse. Nous avons filmé, nous avons été témoins juste devant nous de scènes où les phoques étaient dépecés encore vivants. Ils étaient traînés sur la glace, encore conscients par des crochets de bateau. Nous avons vu énormément de cadavres et de phoques agonisants. C'était vraiment horrible. La chasse n'a jamais été aussi cruelle selon les associations. 300 000 phoques ont été abattus l'année dernière, principalement par des pêcheurs au chômage. Un marché rentable qui leur apporte 20 millions de dollars. Nous souhaitons que les phoques, on les laisse tranquilles sur la banquise. Ils ne sont pas responsables de la surpêche et des diminutions des stocks de poissons. On peut se vêtir autrement. On n'a pas besoin de leur pénis comme aphrodisiaque. Donc on peut se passer de cette chasse.
Le gouvernement canadien a promis de faire cesser cette violence gratuite. La chasse sera peut-être un jour moins cruelle, mais elle continuera d'exister. Sport, football, merveilleux, fantastique. Monaco croule sous les superlatifs après sa victoire hier soir face au meilleur club du monde, le Real Madrid. Ambiance à Monaco, Julien Beaumont. Le prince de Monaco, c'est lui, Ludovic Giuli, héros du match. Aujourd'hui à Monaco, après une nuit sans sommeil, il ne se lasse pas de raconter l'exploit. C'est un beau cadeau, on essaie justement de ne pas se prendre la tête avec ça, de se faire plaisir sur le terrain. Et hier, je pense qu'on a tous fait la même chose, on a pris vraiment notre pied sur un terrain. Et pourtant, ce sont d'abord les Espagnols qui s'illustrent. 36e minute, Raoul ouvre le score, mais Monaco ne s'avoue pas vaincu. Giuli égalise juste avant la mi-temps, un partout, c'est le but qui change tout. La preuve, début de seconde période, Morientes élève le débat. 2-1 pour Monaco. Fernando Morientes, écarté par le Real Madrid il y a 6 mois, fait douter ses anciens coéquipiers. Mais si Monaco arrache sa qualification, c'est encore grâce à Ludovic Giuli. Le Monégasque use de son talent et de son talon. Incroyable retournement de situation, Monaco entre dans le club des miraculés de la Coupe d'Europe. 1976, Saint-Etienne, qui c'est les plus forts, évidemment c'est les Verts. Battus 2-0 à l'aller, Saint-Etienne et Rocheteau l'emportent 3-0 face à Kiev. 1993, le PSG contre le Real Madrid déjà, 4-1 pour les Parisiens. Ginola et Camboiré font chavirer le Parc des Princes. 3 ans plus tard à Bordeaux, le tandem Zidane-Dugarry fait exploser le Milan AC, score final 3-0. Monaco est donc entré dans la légende, mais dans 2 semaines, il faudra battre Chelsea pour continuer l'aventure. Oui, Chelsea qui a battu dans un autre quart de finale, à la surprise générale, Arsenal sur le terrain d'Arsenal. 2-1 pour les Londoniens contre les autres Londoniens. But pour Chelsea signé Lampard et Bridge. Voici celui de la victoire. Et puis ce soir, Lyon affronte Porto. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, 21h, un épisode inédit du Tuteur, promenade de santé, avec bien sûr Roland Magdan. 1h dernier journal Jean-Claude Renaud, 1h20 des mots de minuit Philippe Lefebvre, dès 6h30 Télématin dans les 4 vérités. Roland Sicard recevra Alain Madelin. On se quitte sur ces images d'un plongeon au milieu des requins, c'était hier aux Pays-Bas. La championne olympique de natation Inge de Bruyne, qui n'a pas froid aux yeux, inaugurait dans cet aquarium une nouvelle attraction. Il s'agit en fait d'un programme pour comparer les performances des hommes et des animaux. À demain.